tous les deux de votre présence. Donc on voit que le Crédit Agricole Assurance et le Crédit Agricole Groupe, et donc l'assurance est aussi très actif, hein, avec un deuxième projet autour des robo-advisors. Donc je dirais à Dina si vous partagez le terme robo-advisor ou pas, ou RegTech, ou FinTech patrimonial, ou voilà. Donc peut-être pour la question pour vous, Daniel, peut-être présenter Spirica, sa vocation au sein du groupe Crédit Agricole Assurance, et un petit peu votre ADN, et pourquoi vous avez eu besoin de recourir à ce type de solution, dans quelle logique, dans quel esprit. Bonjour, donc Spirica est la société d'assurance vie du groupe Crédit Agricole qui est dédiée au réseau dit alternatif, c'est-à-dire pas la banque. Donc nous travaillons essentiellement avec des réseaux de CGPI, avec des distributeurs en ligne, Internet et quelques autres entités de manière assez diverse. Dans ce monde, Spirica a été créé il y a un peu plus de 12 ans maintenant. Donc on a eu besoin de nous différencier pour nous imposer sur le marché. Aujourd'hui, on frise le pourcent de part de marché. Et par rapport à ça, on a choisi d'introduire dans notre offre des outils différenciants, et en particulier en s'appuyant sur des fintechs au sens large. Par rapport à ça, une des clés aujourd'hui de nos précautions que vous connaissez bien, puisque toute la presse en parle, et en particulier depuis quelques jours, la fin des fonds euros, il faut appeler un chat, nécessite qu'on ait une offre différente, et surtout une offre dans laquelle on apporte une assistance à nos clients sur tous les autres investissements en matière d'unité de compte. Et en particulier, un des points clés, c'est la gestion pilotée, c'est-à-dire expliquer à un client quel fonds il faut choisir et quelle allocation d'actifs il faut faire. Par rapport à ça, donc, c'est une pratique de longue date sur le marché, c'est une pratique qui ne fonctionne pas très bien, globalement. Donc on a essayé de renouveler, et je dirais, on y reviendra sans doute, que dans notre choix de travailler avec AAA, il y avait deux points qui ont particulièrement retenu notre attention et qui nous ont semblé très importants. Le premier, c'est que l'allocation d'actifs était gérée à partir d'un max drawdown. Alors c'est facile d'expliquer à un client que dans le cadre de son épargne, il peut perdre 5, 10 ou 15% selon son choix sur une année de placement, mais qu'en échange, il peut gagner quelque chose, et un client il comprend ça. Quand vous essayez de lui expliquer la gestion pilotée avec la sensibilité, et vous regardez grands yeux, de toute façon, celui qui explique n'a pas compris lui-même. Donc il y a peu de chances que le message passe bien. Et puis le deuxième point qui nous a semblé aussi tout à fait important et qui est rendu possible par les outils qu'il y a derrière, c'est qu'on a commencé à sortir du contrat d'assurance couteau suisse qui sait tout faire et qui est le plus merveilleux du monde parce qu'il y a 500, 600 unités de compte à l'intérieur et 15 systèmes de gestion pilotée. Alors 15, j'exagère peut-être, il y en a certains qui sont déjà à 8 ou plus. Et pour dire, on va partir du besoin du client. Et en fonction de ce besoin, la notion d'allocation, la notion de choix des supports derrière devient secondaire puisque ça répond à son besoin, ça répond à son attente et en fonction de ce qu'il épargne et de son horizon de temps, il a l'espoir, parce qu'il n'y a jamais de garantie, mais en tout cas, de bonnes chances d'atteindre les objectifs qui s'est fixés. Merci beaucoup, Daniel. Donc, Adina, ravi déjà d'être la première femme de la matinée sur scène. Parce que... Merci de m'avoir invité. Joël Durieux, donc, présidente du pôle, insiste beaucoup sur la parité. Donc, on a essayé de le faire, mais on a eu beaucoup de mal. Donc, on est ravis que vous soyez là ce matin. Donc, vous avez donc créé Active Asset Allocation. Peut-être nous expliquer quelle est votre société, d'où ça vient, est-ce que vous êtes un robot ou pas, et voilà. Et comment est-ce que votre solution est un robot? Voilà, je me reprends. Quoique, on a évoqué tout à l'heure, on souhaitait des humanoïdes qui nous conseillent sur l'épargne, ce serait la prochaine étape. Je ne suis pas un robot. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc Active Asset Allocation, c'est une société d'ingénierie financière que j'ai cofondée en 2010 avec Olivier Yesli, moi aussi nous bafouille. Ça doit être le matin pluvieux de Paris. Nous faisons deux choses essentiellement. Nous avons développé une méthodologie d'allocation d'actifs dynamiques qui se base effectivement sur la gestion de la perte maximale, ou le drawdown, dont parlait Daniel tout à l'heure, sur lequel nous avons un track record maintenant de 9 ans. Super important.
Et l'autre chose, c'est que nous avons développé une plateforme qui était à la base, qui devait nous servir pour interagir avec nos clients institutionnels, qui sont nos premiers clients, pour qu'ils puissent, par exemple, mettre des vues de marché dans un modèle de gestion des risques. Donc vraiment interagir avec le modèle d'allocation d'actifs, selon leurs besoins. Et puis nous avons développé, d'ailleurs en grande partie grâce à Daniel, la partie B2B2C, qui est en fait l'extension de cette plateforme initiale et qui permet à nos propres clients d'interagir avec les leurs, qui sont en l'occurrence des conseillers en gestion de patrimoine, qui eux aussi interagissent avec leurs clients finaux. Donc c'est du B2B2B2C en fait, on va très loin dans la chaîne. Et notre force, c'est que finalement on arrive à accompagner nos clients d'un bout à l'autre de la chaîne, puisqu'on commence par la création d'algorithmes d'allocation d'actifs sur mesure. Ensuite, il y a la partie donc, qui s'adresse aux gérants pour leur permettre d'interagir avec le modèle. Et là, en banque privée, par exemple, c'est super intéressant. Ensuite, il y a la partie un peu plus, qui ressemble plus à un robot advisor en marque blanche, qui permet de faire toute la partie onboarding client classique avec profilage de risque, définition d'un projet d'épargne, etc. Mais qui permet aussi, en fait, d'individualiser les algorithmes à partir du projet d'épargne du client et de lui montrer via un simulateur un peu rigolo, finalement, quelles sont les chances de succès du projet tel qu'il a défini et surtout, quels sont ses leviers, sur quoi il peut jouer, en quoi chacune des décisions qu'il prend lui permet d'améliorer ou de détériorer les chances de voir son projet aboutir. Et puis, dernière partie très importante, nous faisons du reporting individualisé. Ça, c'est un petit peu oui, pour quelques mots. Donc, je n'ai pas vraiment répondu à la question est-ce qu'on est une fintech ou c'est un peu tout ça. En fait, on a l'impression que le marché, c'est l'intelligence artificielle, enfin, de l'allocation d'actifs, des études stochastiques, etc., de la RegTech et du KYC, oui, des parcours, l'alignement, et puis du côté patrimonial aussi. Enfin, je pense qu'on a quelque chose de très différent par rapport à nos collègues qui le disaient eux-mêmes. Ils ont beaucoup travaillé au départ sur l'UX, sur l'expérience client. Et en fait, nous, non. Nous, on a travaillé d'abord sur les algorithmes. On pensait que la vieille finance, telle qu'on la connaît depuis 50 ans, typiquement les allocations qui ne bougeaient pas dans le temps, qui ne s'adaptaient pas aux conditions de marché, etc., était un peu dépassée et permettait plus de naviguer dans cet environnement un peu compliqué de taux bas, de politique un peu bizarre des banques centrales, etc. Donc nous, on vient de là, on vient vraiment de la finance. Donc avant d'avoir construit la façade, on a travaillé vraiment sur les fondations. Et du coup, par rapport à tout cet effort de R&D que vous faites sur la partie algorithmique et autres, pour vous, quelle est l'évolution du marché à venir des robots advisors? Sur quoi ils doivent progresser? Est-ce qu'il y a encore vous voyez des choses où est-ce qu'on est tous à appliquer les mêmes modèles voilà. Alors, non, je pense qu'avant qu'on applique tous les mêmes modèles, il coulera de l'eau sous les ponts. On y va tous de notre petit modèle personnel, certains que nous faisons sur un coin d'Excel, etc. Mais effectivement, la modélisation de l'allocation d'actifs, c'est la partie pour moi la plus importante, puisqu'elle est déterminante dans l'obtention d'un quelconque résultat à long terme. Et ce qui est important, je pense là où tout le monde doit progresser, y compris les gérants d'actifs de manière générale, c'est de gérer à partir de l'objectif client. On ne peut plus gérer des produits qu'on a fabriqués pour se faire plaisir. On doit faire une gestion qui s'adapte aux problématiques du client. Ça vous fait sourire, mais c'est vraiment super important. Et très peu de gens le font. Partage. Je voudrais ajouter une précision, parce que tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'ETF en disant que, effectivement, la majorité des gérants faisaient moins bien que leur indice de référence. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gérants qui font mieux que leur indice de référence et mieux de manière assez systématique. Un des avantages qu'on a dans notre collaboration avec AAA, c'est que leur outil ne s'est pas focalisé, je dirais, dogmatiquement sur des ETF, mais c'est aussi bien travaillé sur des fonds, des OPCVM classiques, ce qui nous semble un élément très, très important. Aujourd'hui, on est dans une logique où il y a plusieurs strates de décision dans la décision d'investissement d'un client. Il y a effectivement l'allocation, qui est donc le dernier stade, mais en amont, il y a
le choix d'un type de gestion. On parle de plus en plus de gestion ISR qui est en train d'émerger très clairement aujourd'hui au niveau de nos clients finaux. Et les ETF en ISR, c'est assez moyen. On a des conseillers, en particulier des CGP avec lesquels on travaille, qui ont des idées sur ce qu'ils aimeraient faire avec leurs clients, donc les supports qu'ils souhaitent leur proposer. Nous, on est capable de les aider à choisir des supports qui performent, ce qui n'est pas toujours le cas, et à partir de ça, on peut construire une allocation. Donc en termes de gestion financière, de cette gestion pilotée, comme dans la relation avec le client, on est capable d'aller très loin dans une gestion personnalisée avec l'intermédiaire, donc le dernier bi avant le si. Encore une question à vous, Daniel, sur le fait de proposer cet outil donc c'est des réseaux ouverts, indépendants, des CGPI, des banques privées, des grands partenaires. Comment ça vient s'intégrer cet outil par rapport aux propres outils? Parce que c'est un peu externe, c'est pas aussi évident que ce soit des réseaux propriétaires, donc comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous leur donnez réellement? Très clairement, on est dans un système d'agrégation, l'idée étant d'aller du client final dans l'acte de souscription jusque chez l'assureur sans rupture. Alors c'est quelque chose qui est assez compliqué puisqu'il y a à la fois une phase pré-contractuelle de conseil, il y a après la souscription du contrat, il y a le choix de l'allocation et tout ça tout ça est couronné par une signature électronique qui vient faire en sorte que les données arrivent directement dans notre système de gestion. Je pense que c'est un must pour l'avenir, ça ne se passera plus différemment. Mais aujourd'hui, on est un peu loin parce qu'aucune des opérations qu'on mentionne n'est normée. Et quand on essaye de normer entre nous, j'ai un témoin dans la salle, c'est quelque chose de compliqué. C'est compliqué parce qu'on a tous des préoccupations différentes et des systèmes d'information différents. Mais effectivement, cette clé, je passe tout ce que je saisis avec mon client, voire tout ce que le client saisit tout seul lorsqu'il est sur un site internet et qu'il souscrit un contrat via internet, doit être en sorte qu'il n'y ait pas de rupture, il n'y ait rien qui demain soit manuel et que tout ça soit automatiquement saisi et immédiatement traité dans la chaîne de l'assureur pour rendre enfin un service digne du XXIe siècle. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle pour nos deux amis. Parce que non. Parce qu'on y voit de plus en plus clair. Peut-être une question sur la durée des projets, parce qu'on a l'impression que c'est quand même des projets qui sont assez longs. Est-ce que ce projet est toujours en cours? Et depuis combien de temps il a commencé? Puis on comparera peut-être avec nos amis précédents, faire un concours de longueur de projet. Juste avant de laisser Adina répondre, je voudrais répondre. Il y a une caractéristique qui est essentielle, c'est que le temps entre les startups et le temps entre les institutionnels n'a pas la même notion. C'est pas la même notion. Mais voilà, dis-nous ce que tu en penses. Oui, ça c'est certain. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on arrive, quand on veut travailler avec une entité et que l'entité veut travailler avec la start-up, elle peut le faire. Je m'explique. Quand on a commencé à travailler avec Spirica, on a d'abord fait un contrat de gestion pilotée sur un contrat de capitalisation. Donc là, il n'y avait pas de digital. Donc on a commencé à travailler très vite. Ensuite, on a voulu faire une gestion pilotée avec des outils d'aide à la vente. Et donc là aussi, pour déployer très vite, on a déployé les outils d'aide à la vente, reliés à rien, qui ont permis aux conseillers d'avoir cette première expérience digitale et d'ailleurs de flécher à peu près 80% de la collecte sur ce produit que nous avions déployé. Et puis entre-temps, nous avons relié les systèmes, mais c'est allé très vite. Hein. On a la chance d'être deux startups finalement, puisque finalement Spirica n'a que 3 ans de plus que 3A. Et donc des systèmes d'information assez au top, et puis une équipe extraordinaire. Et je pense que ça s'est fait en 6 mois, enfin, c'est un temps record. Mais par contre, ça reste un projet continu, c'est un projet en phase d'amélioration permanente. On rentre des nouvelles options, des nouvelles versions régulièrement. Et je pense que c'est la vie des projets aujourd'hui. Oui, parce qu'on a l'impression quand on part sur ce genre de solution qu'après, il faut intégrer toutes les évolutions réglementaires, les évolutions d'offres, etc. Et donc on n'en finit pas de devoir réinvestir et de gérer. On n'en finit pas, c'est vrai. Ok, mais merci beaucoup à vous deux. C'était